Au milieu du XXe siècle, dans les plaines balayées par les vents du Nouveau-Mexique, un nom s'impose comme un sceau de feu sur la naissance de l'Amérique humaine. Clovis. Le mot résonne dans les amphithéâtres, traverse les pages des manuels, s'imprime dans les cartes et les esprits. Clovis n'est pas seulement un site, c'est un horizon, une frontière posée dans le temps, une origine. À Blackwater Draw, près de la petite ville de Clovis, les premières fouilles des années 1930 mettent au jour des pointes de pierre comme des éclairs fossilisés. Bifaces longs, élancés, lignes nettes, et, au milieu de la lame, une cannelure profonde, taillée avec une précision glaciale, pour emmancher l'arme sur une hampe de bois. Ces fluted points deviennent l'empreinte d'un peuple. L'industrie est de pierre, mais elle parle comme une voix claire à travers les millénaires. Partout, dans les couches datées par le radiocarbone, la même fenêtre se répète. Entre 13 200 et 12 800 ans avant le présent. Les calibrations adoptées dans les années 1990 et 2000 la traduisent en 11 500 à 10 800 ans avant notre ère. Cette fourchette devient une frontière sacrée. Au-dessus, l'histoire connue. Au-dessous, le silence supposé. Blackwater Draw ouvre la voie. D'autres lieux, comme des échos dans le vaste continent, reprennent le motif. Dante, dans le Colorado, révèle les restes d'animaux géants marqués par les lames humaines. Lenner et Naco, en Arizona, montrent l'alliance de la pierre et du sang dans la chasse aux grands mammifères. À Galt, au Texas, la densité des outils témoigne d'une occupation intense. Partout, les mêmes cannelures, les mêmes bifaces, la même maîtrise du chair, du silex, des roches choisies avec soin. Peu à peu se lève un modèle. Les glaces de la dernière glaciation reculent. Entre l'Inlandsis laurentidien à l'est et le Cordilleran à l'ouest, s'ouvre un couloir libre de glace, du nord vers le cœur du continent. Par ce passage étroit, imaginent les chercheurs, des groupes venus d'Asie franchissent le détroit de Bering et descendent vers les plaines, chargés de points de Clovis fraîchement inventés. Ils traversent les rivières, suivent les troupeaux, laissent leurs armes dans les sédiments encore frais. En Pennsylvanie, dans un abri sous roche nommé Meadowcroft, un archéologue, James Adovasio, s'acharne à lire la mémoire des sédiments. À partir des années 1970, couche après couche, il découvre des artefacts de pierre, des traces de feu, des échantillons organiques enfouis dans une stratigraphie profonde. Les datations, lorsqu'elles tombent, frappent comme une déflagration sourde. 16 000, 19 000 ans avant le présent, selon certaines mesures. Si cela est vrai, des humains foulent ces terres bien avant Clovis. Mais la communauté hésite. Elle renifle l'air du site comme un chasseur prudent. Des critiques s'élèvent. Contamination possible des échantillons par des charbons plus récents. Intrusion de matériaux par les fissures de la roche. On publie dans American Antiquity, dans Current Anthropology, dans Quaternary Research. On discute la pureté des dates, l'innocence des couches. Meadowcroft devient une arène. Le site défie Clovis, mais son défi est enveloppé de doutes. Plus loin au sud, dans les terres humides du Chili, un autre front s'ouvre. À Monteverde, sous la direction de Tom D. Dilee, les fouilles découvrent non seulement des pierres, mais des empreintes fragiles de vie quotidienne. Restes végétaux, structures, planches de bois, traces d'occupation. Les datations convergent vers un âge ancien, autour de 14 500 ans avant le présent, calibré. Là encore, si cela tient, Clovis n'est plus le premier. La controverse enfle. Les sceptiques ne désarment pas. Mais en 1997, un panel d'experts de la Society for American Archaeology se rend à Monteverde. Ils observent, discutent, vérifient. Puis ils rendent leur jugement. Le site est solide. L'occupation pré-Clovis est réelle. L'onde de choc se propage. Le mur de Clovis First ne tombe pas encore, mais il se fend. Sur la côte atlantique, en Virginie, Cactus Hill vient ajouter sa voix.
Des niveaux situés sous des horizons plus récents livrent des artefacts qui semblent plus anciens, datés autour de 15 à 18 000 ans avant le présent. Les chercheurs scrutent la stratigraphie. Y a-t-il mélange, glissement, intrusion? La discussion s'enflamme encore. Rien n'est simple, rien n'est définitif. Là, au cœur du comté de Bell, la terre se plie en terrasses alluviales, sculptées par les eaux patientes. Buttermilk Creek serpente comme une veine claire, affluent de la rivière Lampasas, elle-même entraînée vers le vaste bassin du Brazos. À proximité de Salado, les collines portent, invisibles à l'œil nu, une mémoire de silex et de pas humains. Le centre du Texas, depuis longtemps déjà, attire les archéologues. La région est riche en matières premières lithiques. Le Cher d'Edwards, de haute qualité, affleure dans les paysages. Sa cassure nette, sa texture fine en font un matériau privilégié. Les groupes préhistoriques, pendant des millénaires, viennent y puiser de quoi forger leurs outils. Les sites paléo-indiens y abondent. À Go, non loin de là, les outils Clovis gisent par milliers, serrés comme des étoiles dans un ciel trop plein. Les industries postérieures y dessinent une longue suite d'occupations, du paléo-indien à l'archaïque. Dans ce décor, sur une terrasse de Buttermilk Creek, des relevés et des prospections se déroulent à la fin du XXe siècle. Archéologie préventive, programmes régionaux, curiosités académiques. On cartographie, on sonde, on collecte les premiers indices d'occupations anciennes. Les stratigraphies livrent déjà des traces paléo-indiennes et archaïques. Les cartes se noircissent de points. Le centre du Texas murmure qu'il recèle encore plus. Le site qui, bientôt, portera le nom de Debra L. Friedkin, se dessine au fil de ses travaux. Officiellement, le lieu reçoit ce nom en hommage à une propriétaire ou à une personne liée à la terre. Mais ce qui importe, dans le regard des chercheurs, ce n'est pas le nom. C'est la promesse inscrite dans la terrasse, entre les grains de sable, les graviers, les couches fines où s'emboîtent les traces des siècles. À Texas A&M University, au Center for the Study of the First Americans, un archéologue se tient déjà aux avant-postes des débats. Michael R. Waters. Il scrute depuis des années les chronologies du peuplement, les sites paléo-indiens, les datations qui font vaciller les paradigmes. Ces articles paraissent dans Science, dans PNAS, dans d'autres revues de poids. Il connaît la puissance des modèles et la fragilité des preuves qui les soutiennent. Autour de lui se rassemble une équipe. Géoarchéologues, spécialistes des sédiments, de la stratigraphie, des datations. Certains, comme Thomas W. Stafford Jr., travaillent avec lui sur les âges radiocarbone dans d'autres contextes. D'autres maîtrisent la luminescence stimulée optiquement. Ils savent lire dans les grains de quartz les années accumulées depuis leur dernier baiser de lumière. Tous portent le même fardeau, prouver, avec une rigueur implacable, ce que l'intuition ou les indices laissent entrevoir. Au-delà des murs de l'université, des programmes fédéraux, des financements universitaires soutiennent la quête. La National Science Foundation appuie certains projets de Waters. Les budgets ne sont pas illimités, mais ils suffisent à ouvrir la terre, à installer des tentes de fouilles, à payer des analyses délicates. Dans l'air flotte une attente lourde. La communauté scientifique sait désormais ce qu'il faut pour ébranler définitivement Clovis First. Un site nord-américain, pas seulement sud-américain. Une stratigraphie limpide, sans mélange. Un niveau clairement situé sous Clovis, avec des artefacts nombreux, cohérents, assez riches pour parler d'une industrie complète, non de quelques éclats perdus. Des datations multiples, indépendantes, qui se vérifient les unes les autres. Radiocarbone, OSL, tout ce que la science permet. Il faut aussi un lieu situé au sud des anciens Inlandsis, dans ces régions qui ne dorment jamais sous des kilomètres de glace. Là, la trace des premiers groupes peut s'inscrire sans être écrasée par les glaciers. Le Texas devient alors une zone clé. Les chercheurs y projettent leurs hypothèses par-delà le temps. Routes côtières le long du Pacifique, ou chemins intérieurs plus anciens que le corridor libre de glace. Les réponses peuvent se cacher dans ces terrasses discrètes,
dans le lit silencieux de Buttermilk Creek. Lorsque le programme de fouilles se met vraiment en place sur le site Debra L. Friedkin, le décor est déjà chargé de tension. Waters et son équipe s'installent sur la terrasse alluviale. Ils savent qu'ils travaillent sur un gisement à occupation multiple. Les niveaux se superposent comme les couches d'un champ longuement repris. Il faut les distinguer, les comprendre, les dater. Les méthodes sont réglées comme une liturgie. Décapage lent, couche par couche, suivant les niveaux sédimentaires. Chaque artefact est enregistré en 3 dimensions, son exacte position consignée. Régulièrement, l'équipe prélève des échantillons de sédiments. Ils seront analysés en laboratoire. Géoarchéologie, granulométrie, traces de bioturbation, tout est passé au crible. Des tubes opaques recueillent les sables destinés à l'OSL, protégés de la lumière comme des reliques. Très vite, un niveau Clovis se révèle. Dans la matrice sédimentaire, les pointes cannelées apparaissent, nettes, indéniables. Des éclats de débitage, des nucléus, des bifaces complètent le tableau. Le Cher d'Edwards domine, taillé avec la maîtrise attendue. La technologie correspond à ce que l'on connaît déjà des autres sites. Même geste, même cannelure, même critères. Clovis est bien là, ancré dans la terrasse texane comme dans le reste du continent. Au-dessus du niveau Clovis, les fouilles mettent au jour d'autres horizons, plus récents. Des industries post-Clovis, paléo-indiens tardifs, archaïques. D'autres formes d'outils, autres traditions, autres histoires. Le temps avance vers nous, couche par couche. Mais c'est vers le bas que se tourne aussitôt le regard. Sous le niveau Clovis, enfoui dans la terrasse, s'étend une promesse dangereuse. Si quelque chose se trouve là, il faudra prouver qu'il est plus ancien, qu'il n'est pas un accident, qu'il n'a pas glissé depuis les niveaux supérieurs. Les truelles descendent, les couches se succèdent. L'équipe observe la stratigraphie, traque la moindre perturbation. Les analyses sédimentologiques examinent la structure des dépôts, la taille des grains, la présence ou non de trous, de galeries, de racines anciennes. Tout signe de mélange serait une blessure mortelle pour l'argument. Sous le niveau Clovis, un horizon archéologique se dessine. Les artefacts ne sont pas isolés. Ils n'apparaissent pas au hasard. Ils forment un ensemble dense, cohérent, lié à une même surface ancienne. Surtout, les analyses stratigraphiques n'indiquent aucun mélange visible avec le niveau Clovis surplombant. Les couches sont distinctes, les interfaces nettes. L'inventaire grossit, jour après jour. Plus de 15 000 artefacts lithiques viennent bientôt nourrir les relevés. Des éclats nombreux, témoins d'un débitage intensif. Des nucléus, d'où les lames ont été extraites. Des préformes bifaciales, esquisses d'outils en devenir. Des lames longues, des outils retouchés, façonnés pour des tâches spécifiques. Là encore, le Cher d'Edwards domine. Les anciens exploitent la même ressource que leur successeur Clovis, mais leurs gestes diffèrent. Car dans cet horizon inférieur, une absence crie autant qu'une présence. Nulle pointe cannelée n'apparaît. Aucune fluted point ne vient signer le niveau du nom de Clovis. À la place, une autre manière de tailler se lit dans les angles, les nervures, les plateformes de percussion. Les techniques de débitage de lames, la manière de produire des bifaces, de préparer les préformes, tout cela s'écarte de la panoplie classique du niveau sous-jacent. Waters et son équipe observent, mesurent, comparent. Les chaînes opératoires se dessinent. Les volumes préparés, la façon de détacher les lames, les modalités de retouche, tout indique une tradition distincte. Ni copie de Clovis, ni simple variation. Un complexe technologique propre. Ils le nomment, dans leurs écrits, le Buttermilk Creek Complex. Un assemblage antérieur, enraciné sous Clovis, mais partageant avec lui le même terroir de chair. Les échantillons destinés à la luminescence stimulée optiquement partent au laboratoire. Là, dans l'obscurité contrôlée, les grains de quartz sont isolés, irradiés, mesurés. On détermine la dose équivalente, la quantité d'énergie accumulée depuis que ces grains ont été exposés pour la dernière fois à la lumière du soleil, alors qu'ils se déposaient dans la terrasse.
on calcule le débit de dose lié à la radioactivité naturelle. De là, on déduit un âge. Les résultats, lorsque la science les rend, tracent une chronologie nouvelle sous le Texas. Les sédiments qui contiennent l'assemblage pré-Clovis livrent des âges OSL qui s'étendent d'environ 15 500 à 13 200 ans avant le présent, calibrés selon les méthodes de l'étude. La majorité des artefacts se concentrent dans un intervalle centré autour de 15 500 à 13 200 ans. Leur monde naît, vit et se tait avant l'apparition du niveau Clovis du site, avant la chronologie classique des pointes cannelées. Les géoarchéologues reviennent alors sur la stratigraphie avec une précision redoublée. Ils scrutent les structures sédimentaires, la granulométrie, les traces de bioturbation. Ils cherchent la preuve d'une perturbation majeure qui aurait pu faire plonger vers le bas des artefacts plus récents. Mais les analyses convergent. Les niveaux apparaissent stables. Les structures internes des sédiments ne trahissent pas de grands remaniements. Les artefacts pré-Clovis semblent reposer là où la main qui les a laissés les a abandonnés. En mars 2011, la revue Science ouvre ses pages à l'équipe de Michael R. Waters. L'article annonce sans détour la découverte d'un assemblage pré-Clovis au Texas, avec des datations antérieures à 13 000 ans avant le présent. Les mots sont pesés, mais le sens est clair. Debra L. Friedkin, Buttermilk Creek, devient soudain un nom lancé comme un défi à des décennies de certitude. Les conclusions avancées par Waters et ses collègues sont tranchantes. Le site, affirme-t-il, fournit des preuves solides de la présence humaine en Amérique du Nord avant Clovis. L'abondance des artefacts, la clarté de la stratigraphie, la cohérence des datations OSL soutiennent le propos. Plus encore, il propose que l'assemblage pré-Clovis puisse représenter une forme d'ancêtre technologique pour les industries Clovis. Les deux utilisent le même chair, les mêmes grandes catégories d'outils bifaciaux. Il existe des continuités, mais aussi des ruptures. Un fil possible se tend entre les deux mondes. L'article ne parle pas dans le vide. Il s'inscrit dans un mouvement plus large de réévaluation du modèle Clovis First. Mais sa force est d'offrir ce que l'on attendait depuis longtemps. Un site nord-américain, abondant, stratigraphiquement impeccable, où Clovis repose clairement au-dessus d'un horizon humain plus ancien. La réaction ne se fait pas attendre. Dans les laboratoires, les bureaux, les salles de cours, on lit l'article, on commente. La presse scientifique en fait des résumés. Science le met en lumière, Nature News en parle, National Geographic relaye la découverte. Les journalistes décrivent des hommes et des femmes chassant dans le Texas d'il y a 15 000 ans. La nouvelle se répand comme un feu sur la steppe. Chez les archéologues, l'émotion se double de prudence. Beaucoup soulignent l'importance du nombre d'artefacts, la beauté de la stratigraphie. Mais tous ne se rendent pas d'emblée. Ils réclament des vérifications indépendantes. Ils interrogent la fiabilité de l'OSL, la forme exacte de l'assemblage. Dans les conférences, à la Society for American Archaeology et ailleurs, les débats s'enveniment parfois, restent mesurés d'autres fois, mais ne s'arrêtent pas. Les critiques se cristallisent d'abord sur les datations. La luminescence stimulée optiquement est puissante, mais fragile. A-t-on la certitude que les grains de quartz ont bien été remis à zéro, complètement, au moment du dépôt? Une remise à zéro partielle, une exposition insuffisante à la lumière avant l'enfouissement, et l'âge se brouille. Certains spécialistes pointent les marges d'erreur, les incertitudes sur le débit de dose, la possibilité de sédiments légèrement remaniés. Dans la littérature spécialisée, des articles dissèquent les protocoles, comparent les méthodes, questionnent la précision des âges annoncés. D'autres critiques touchent à l'assemblage lui-même. L'absence de pointe de projectiles diagnostiques, ces formes qui permettent de rattacher immédiatement une industrie à une tradition, troublent certains. Comment comparer cet horizon pré-Clovis à Monteverde, à d'autres sites proposés comme anciens? Où sont les marques typologiques qui s'imposent comme des signatures? Certains se demandent si la distinction technologique entre le niveau pré-Clovis et le Clovis sous-jacent marque une véritable rupture,
ou une simple variation régionale dans une même mouvance. Waters et son équipe ne se taisent pas. Ils publient des travaux complémentaires sur la géoarchéologie du site, détaillent la stratigraphie, analysent davantage les outils lithiques. Ils présentent leurs résultats dans des congrès, répondent aux critiques dans les discussions publiques. Ils répètent les arguments, reprennent les données. L'édifice de Buttermilk Creek se renforce à mesure qu'il est attaqué. Buttermilk Creek, désormais, s'insère dans une constellation de sites pré-Clovis. On le compare à Monteverde II, au Chili, daté autour de 14 500 ans calibrés. On constate que le Texas et le Chili semblent parler d'âges comparables, parfois légèrement plus anciens pour Buttermilk Creek. On aligne aussi Page Latson, en Floride, où des traces humaines plongent sous les eaux d'un gouffre ancien. Cooper's Ferry, dans l'Idaho, et divers sites côtiers pacifiques entrent dans le débat avec leurs propres propositions d'occupation antérieure à Clovis. Dans cette mosaïque, Debra L. Friedkin occupe un rôle particulier. C'est l'un des premiers sites nord-américains largement médiatisés qui présente un assemblage lithique abondant, stratigraphiquement sous-jacent à Clovis, avec des datations systématiques et une méthodologie exposée en détail. Les synthèses générales, lorsqu'elles ébranlent le dogme de Clovis First, citent Buttermilk Creek comme une pierre d'angle. Le paradigme commence à céder sous la pression conjuguée de ces sites. Dans la littérature spécialisée, un glissement s'opère. Les articles de synthèse, après 2011, ne parlent plus seulement de Clovis comme d'un seuil. Ils évoquent désormais un modèle pré-Clovis, où la possibilité de multiples routes est vague de peuplement. Science, Nature, PNAS, Quaternary International et d'autres encore accueillent ces visions nouvelles. Les chapitres des manuels d'archéologie nord-américaine sont réécrits. Les pages qui présentaient Clovis comme la première humanité du continent se modifient, se nuancent. Buttermilk Creek apparaît à côté de Monteverde, de Page Latson, de Cooper's Ferry. Le paysage se complexifie. Dans ce nouvel ordre, les scénarios migratoires doivent se plier aux données. Si des humains sont au Texas avant l'ouverture complète du corridor glaciaire intérieur, alors l'ancien schéma unique ne tient plus. Les routes côtières le long du Pacifique se trouvent renforcées. On imagine des groupes longeant les rivages, profitant des ressources marines, contournant les glaces par l'ouest. D'autres hypothèses évoquent plusieurs vagues. Des groupes pré-Clovis peut-être distincts biologiquement et culturellement de ceux qui porteront plus tard la signature Clovis. Ou bien, au contraire, une continuité évolutive. Des pionniers installés depuis longtemps dont la technologie évolue progressivement vers les formes cannelées. Les industries lithiques nord-américaines sous cette lumière se métamorphosent. Des assemblages autrefois jugés atypiques, marginalisés car ne rentrant pas dans le moule Clovis, sont relus avec une attention neuve. On cherche dans les lames, les bifaces, les chaînes opératoires des échos de Buttermilk Creek. Des programmes comparatifs se développent. On met côte à côte les gestuels de taille, les types de nucléus, la structure des préformes, pour tisser ou défaire des liens entre les traditions techniques. Sur le terrain, dans le centre du Texas, la fouille se poursuit. De nouvelles campagnes s'ouvrent sur le site Debra L. Friedkin. Les zones explorées s'étendent pour comprendre l'ampleur spatiale de l'occupation pré-Clovis. Les archéologues traquent les micro-débris, les concentrations d'artefacts, les structures éphémères. Un foyer, une zone de taille, la répartition des éclats peuvent préciser la fonction du site. Camp de base, halte de chasse, atelier de taille. En parallèle, les travaux se rapprochent d'autres sites voisins, surtout Gault. Là aussi, des niveaux Clovis sont connus depuis longtemps, mais des horizons plus anciens, pré-Clovis, sont rapportés dans des publications postérieures. Comparer Gault et Buttermilk Creek devient un enjeu majeur. Peut-on reconstruire une séquence régionale continue, du paléo-indien ancien pré-Clovis jusqu'aux phases plus tardives ? Les chercheurs cherchent des continuités et des ruptures, des transferts de savoir-faire, des divergences. Les collaborations interdisciplinaires se renforcent. Géoarchéologues, géomorphologues, paléoclimatologues, spécialistes de la datation se regroupent autour du centre du Texas comme autour d'un laboratoire à ciel ouvert.
Il reconstitue les climats anciens, la dynamique des cours d'eau, la formation des terrasses alluviales. Il cherche à comprendre dans quel monde climatique et hydrologique vivaient les groupes de Buttermilk Creek. Était-ce un paysage de prairies ouvertes, de bois épars, de rivières gonflées par la fonte glaciaire? Ou un environnement différent, plus sec, plus instable? Les débats persistent. Certains points restent épineux. Les datations OSL de Buttermilk Creek, malgré leur cohérence apparente, restent soumises à des interrogations techniques. Des variations locales dans les taux de dose pourraient-elles fausser les âges? L'hypothèse d'une remise à zéro imparfaite du signal de luminescence hante encore les discussions. Tant que d'autres méthodes ou d'autres sites ne viennent pas renforcer ce créneau chronologique, une part d'incertitude demeure. La représentativité même de l'assemblage pré-Clovis pose question. Est-ce une industrie locale, un style propre au centre du Texas, sans équivalent direct ailleurs? Ou bien la pointe visible d'une tradition plus vaste, dont le reste gît encore enfoui, non découvert ou mal interprété? Sans pointe diagnostique, sans forme immédiatement reconnaissable, l'assemblage est plus difficile à rattacher à d'autres sites. Et puis, un silence pèse. Nulle trace de restes humains directement associés au niveau pré-Clovis de Buttermilk Creek n'a encore été trouvée. Pas de squelette, pas d'os, pas d'ADN ancien pour relier ces tailleurs de chair à des lignées génétiques connues. Leur identité biologique reste un mystère. Sont-ils les ancêtres directs des peuples autochtones ultérieurs? Sont-ils liés aux individus Danzig, associés à Clovis dans le Montana? Ou forment-ils une branche cousine, perdue dans les méandres de la préhistoire? Pour certains archéologues, ces zones d'ombre imposent la prudence. Dans des publications, dans des communications, ils rappellent que, pour imposer un modèle pré-Clovis généralisé, il faut encore plus. D'autres sites, d'autres séquences stratigraphiques aussi convaincantes, des assemblages comparables ailleurs sur le continent. Ils insistent sur le danger de surinterpréter des industries lithiques dépourvues de formes diagnostiques nettes. Dans la littérature académique, une large reconnaissance s'installe. Les occupations humaines antérieures à Clovis existent en Amérique. Monteverde en est un pilier. Buttermilk Creek en devient un autre. D'autres sites complètent la trame. Le modèle strict Clovis First se retire, comme un glacier recule devant des printemps successifs. Il laisse place à un paysage plus ancien, plus fragmenté, plus complexe. Le site Debra L. Friedkin occupe alors une place singulière. C'est l'un des rares endroits où une séquence stratigraphique continue lie, dans un même sol, un horizon pré-Clovis abondant et un niveau Clovis bien défini. Comme une coupe dans le temps, nette, lisible. Pour ceux qui réfléchissent à l'origine de la technologie Clovis, Buttermilk Creek est incontournable. Il permet de se demander si les tailleurs de pointe cannelée héritent directement des techniques plus anciennes du complexe de Buttermilk Creek, ou s'ils représentent une réinvention, une révolution menée par d'autres groupes. Devant ce nouveau paysage, les perspectives s'ouvrent comme des routes multiples sur une carte ancienne. Les chercheurs poursuivent la quête de sites pré-Clovis comparables, avec des stratigraphies claires, des datations multiples, dans d'autres régions d'Amérique du Nord. Les méthodes de datation s'affinent, qu'il s'agisse d'OSL, de radiocarbone sur de nouveaux types de matériaux ou d'autres techniques émergentes. Chaque amélioration réduit les marges d'erreur, resserre les fenêtres chronologiques. Tous attendent le jour où, peut-être, un site livrera, dans un contexte pré-Clovis aussi solide que celui de Buttermilk Creek, des restes humains anciens. De l'ADN enfermé dans un os, dans une dent. Une voie génétique qui parlera des migrations et des liens entre ses premiers habitants et les peuples autochtones d'aujourd'hui. Alors, le débat quittera en partie le royaume exclusif de la pierre pour embrasser celui du sang. Et dans cette trame, le nom de Debra L. Friedkin, discret sur une carte du Texas, se fixe désormais comme une borne. Un rappel que les certitudes scientifiques, même les plus solides, ne sont que des campements provisoires dressés au bord d'un fleuve. Le courant du temps les entoure, les use, les dépasse. Puis, un jour, une nouvelle terrasse apparaît en aval, plus ancienne, plus profonde, et le récit du monde doit à nouveau être réécrit.